recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche 22 décembre 2024, amis internautes fidèles des ESAE TV, bonjour et bienvenue sur votre émission L'invité. En ce jour, à quelques jours de la fin de cette année, nous allons faire un peu le bilan de l'année 2024, mais ce sera avec un syndicaliste qui est ici avec nous sur le plateau. Je vais faire cet exercice avec Nasrine Fatoumbi. Nasrine, bonjour. Bonjour, Khalès. Comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous présenter l'invité? Alors, amis internautes, bonjour. Merci de nous recevoir sur vos antennes. Aujourd'hui, comme Khalès l'a bien dit, nous recevons pour vous Moudachirou Bachabi, les syndicalistes. Il est le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Bénin. Alors, bonjour, monsieur Bachabi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Je crois que la présentation a été correcte. Bon, de toutes les façons, elle est très proche de la réalité, donc il n'y a pas de souci. J'ai souhaité que ce soit une femme qui vous présente aujourd'hui. Ça permet de terminer l'année en beauté. Ah, gloire à Dieu. Et justement, en termes de mettre fin à cette année, bon, nous n'allons pas y mettre fin, mais nous tendons vers la fin de cette année. Et aujourd'hui, nous allons parler du mouvement syndical à l'époque de la gouvernance en 2024. Et je crois que l'actualité nous permet vraiment d'en parler parce qu'il y a de cela 48 heures, nous avons suivi le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Je crois que nous allons démarrer par là, si Nasrine le permet. Alors, M. Bachabi, comme Khalès Ketoumé l'a dit, le vendredi 20 décembre dernier, le président Patrice Talon a prononcé son discours sur l'état de la nation. Alors, comme tout Béninois, quel commentaire suscite ce discours chez vous? Merci, madame la journaliste. Je crois que le chef de l'État, en prononçant ce discours, n'a fait que satisfaire une obligation constitutionnelle qui veut qu'il ait dit à la représentation nationale ce qu'il a fait des ressources qui ont été mises à ta disposition au cours de l'année qui s'écoule. Bon, est-ce qu'il a des commentaires particuliers à faire? Non, il faut juste retenir que le chef de l'État a fait à sa manière son bilan. Et dans ce bilan, comme d'habitude, il est resté assez, disons, comme quelqu'un qui a fait du miracle ou qui pense que ce qu'il fait ne relève pas du commun des Béninois, c'est-à-dire que peut-être que personne d'autre ne pourrait faire autant que ce qu'il a fait. Bon, ça c'est son droit absolu de penser ainsi. Et pour nous autres, en tant que syndicalistes, vous convenez que quand il y a une gouvernance que le social a déserté, on ne peut pas véritablement juger correctement ce bilan-là. Pour nous, nous sommes dans une situation parce que 2024 pour nous a été une rude année. D'abord parce que les libertés ont été totalement bâillonnées. Et déjà, si vous avez suivi, en avril, lorsque nous avons voulu faire une marche contre la vie chère, heureusement qu'il a reconnu dans son discours que la vie continue d'être chère. Oui. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou. On a déployé, disons, toute une armée pour empêcher des gens qui voulaient marcher pacifiquement pour dire qu'ils avaient faim. Bon, donc, vous comprenez qu'un discours qui ne vient pas dire qu'il est possible de gérer autrement le pays, qu'il est possible de construire le Bénin sans un bras armé, ce discours-là ne peut pas nous donner, disons, la satisfaction que nous attendons, surtout que le mandat qu'il a déclaré lui-même social
tire à sa fin, et sans qu'il n'ait eu l'occasion de nous dire de desserrer enfin la ceinture parce que le repas serait prêt. Donc voilà un peu l'analyse que nous faisons, et je crois que, puisque à l'Assemblée nationale, vous savez très bien que les députés qui sont là-bas sont aux ordres. Par conséquent, j'ai entendu des applaudissements, je ne sais pas ce qu'ils appréciaient dans le discours, mais de toutes les façons, nous on est restés sur notre soif. Vous êtes restés sur notre soif. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une année lourde au sein des centrales confédérations et autres. Et pourquoi avez-vous parlé d'une année lourde? Vous savez, c'est la première fois que un gouvernement se donne le luxe de réprimer une action syndicale le 1er mai. C'est inédit. Alors que ce sont les représailles que la classe ouvrière, le monde entier a voulu conjuguer au passé. Ces représailles-là qu'on célèbre le 1er mai. Et si au Bénin on réécrit autrement l'histoire, jusqu'à empêcher une manifestation un 1er mai, vous comprenez que c'est presque un deuil pour l'action syndicale. Et cela, je crois que on ne pouvait pas oublier ça. Donc, tout discours qui va se faire sur l'état de la nation, qui ne reconnaîtra pas que c'était une page sombre pour laquelle il faut présenter des excuses, je crois que nous ne peut pas être satisfaits. Mais je crois que l'événement que vous évoquez quand même, c'est un événement malheureux que nous déplorons tous, mais nous estimons quand même que les deux parties il y a forcément des problèmes d'entente. Parce que quand il y a marche, il y a les normes, il y a les règles dans notre pays. Et je ne sais pas à quel niveau ça a flanché. C'est dommage que ça ait lieu un 1er mai, encore que le 1er mai, c'est un jour important pour le chef de l'État. Ça a été fait le 7 avril et ça a été réédité le 1er mai. Oui. Donc ce n'est pas un incident. C'est une volonté d'étouffer, disons, l'expression libre. Et les centrales syndicales ont joué toute la partition comme il le fallait pour ne pas en arriver là. Vous savez que le 27 avril, on nous a brutalisés, on nous a arrêtés et on nous a conduits dans une procédure judiciaire devant la BEF. Si nous avons été relâchés, c'est parce que justement, ceux qui étaient en charge des dossiers au niveau de la BEF avaient leur lucidité et nous avons constaté que le dossier était vide. Donc, il y avait manifestement une volonté, de nuire qui était là. Et cette volonté-là est allée jusqu'à notre arrestation. Et je vous dis, quand on nous a arrêtés, on nous a foutus dans la fourgonnette. Ils ont mis du gaz à l'intérieur et fermé. Donc, vous voyez jusqu'où l'inhumanité a été allée. Donc, aujourd'hui, pour nous, et si véritablement un gouvernement est dans cette posture-là, alors que c'est la puissance publique qui est censée garantir la tranquillité à tout le monde, de quoi est-ce que nous disposons? Une marche pacifique. On n'avait rien. Donc, en principe, ça n'urgeait pas de nous traiter tel que nous avons été traités. Ok, de toute façon, vous étiez en train de protester contre la vie chère. Et aujourd'hui, le vendredi passé, le chef d'État évoquait quand même la cherté de la vie. Et il se préoccupe quand même avec son gouvernement d'améliorer tant que possible le pouvoir d'achat des Béninois. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour améliorer le pouvoir d'achat des Béninois en tant que syndicaliste? Je crois que le pouvoir d'achat a un contenu. Okay. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est que vous avez des revenus qui vous permettent de fréquenter le marché en toutes circonstances et d'accéder à l'essentiel à tout moment. Et donc, quand vous avez un revenu qui ne permet pas de faire ça, on dit que votre pouvoir d'achat a des difficultés. Donc, aujourd'hui, si nous regardons un peu le marché, vous voyez, l'huile d'arachide, l'huile importée, c'est 2000 francs le litre aujourd'hui. Au moment où le chef de l'État venait au pouvoir, je dis en 2016, ça ne dépassait pas 1200 francs. L'huile d'arachide que nous faisons chez nous est également à un prix voisin. Mais il était à combien à l'époque? Vous connaissez le prix du carburant. Donc, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Et ces indicateurs-là sont des éléments qui érodent le pouvoir d'achat. Vous savez également que le loyer à Cotonou n'est pas ce qu'il était en 2016. Et donc, quand on parle du pouvoir d'achat, on regarde les postes de souveraineté qui maintiennent l'être dans l'humanité.
Et ces postes de souveraineté, c'est d'abord les besoins fondamentaux. C'est important pour nous de pouvoir les satisfaire sans grincer les dents. Et vous savez très bien qu'il y a très peu de Béninois qui s'offrent les 3 repas aujourd'hui. Il y a très peu de Béninois qui peuvent habiter très proche de leur lieu de travail. Et quand vous n'êtes pas proche de votre lieu de travail, le transport prend un coût. Et quand on regarde un peu l'ensemble des taxes, tout ce qu'il y a, les produits, quand ils arrivent sur le marché, ils sont obligés de coûter cher. Donc, ces éléments-là, quand on ne regarde pas correctement ces postes-là, aujourd'hui, quand vous prenez la facture de la SPE ou bien de la SONEB, il n'y a plus la tranche sociale. Mais dès qu'il n'y a pas la tranche sociale, vous comprenez que vous payez au prix coûtant l'énergie. Pendant ce temps, vous n'avez pas, avec, quand vous regardez l'évolution du pouvoir d'achat, la loi sur l'embauche qui précarise l'emploi, qui fait qu'aujourd'hui, que même négocier correctement son emploi devient difficile. Donc, on ne peut pas entretenir un pouvoir d'achat en l'absence de dialogue. Or, vous savez très bien que le plus grand reproche que l'on fait à ce gouvernement, c'est de se suffire et de ne pas chercher à dialoguer, à confronter leur vision avec la vision des autres. Mais c'est clair qu'ils sont combien? Peut-être une centaine a décidé au nom de 13 millions. Vous comprenez que sans intelligence, ne peut pas dire qu'elle supplante 13 millions d'intelligence. Donc, il y a une réalité qui est là, que le gouvernement ne souhaite pas que les autres apportent leur intelligence à ce qui se fait pour améliorer c'est le rêve qu'ils ont pour le pays. Oui, ben, vous parlez de rêve, forcément, chaque gouvernement qui vient a des rêves pour le pays, mais il a été évoqué le passé, et quand on regarde un peu en arrière, on sent quand même que notre pays était beaucoup perturbé, il y avait des grèves, il y avait beaucoup de choses, et ces facteurs aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, sont plus ou moins maîtrisés. Ça permet de mettre tout le monde au travail. Le chef d'État l'a souligné, la couverture de l'eau est à 80% aujourd'hui. Je crois que ça participe du social. Également, il annonce la formation des enseignants, parce que nous savons que le système éducatif est au cœur du développement national. Et est-ce que vous ne voyez pas quand même qu'on peut espérer que la nouvelle année sera meilleure pour tous les Béninois et que, en fait, qu'est-ce que vous proposez pour que tout se passe bien? Si toutes ces choses, aujourd'hui, s'il y a assez d'eau, est-ce que ce n'est pas déjà bon? Maintenant, s'il y a de l'eau, il y a les routes. Qu'est-ce qu'il faut encore du côté des travailleurs pour que ça se passe mieux? Vous savez, je crois que vous êtes à Cotonou, vous êtes une presse crédible. Oui. Vous savez qu'à Papato-Prela, il n'y a pas de l'eau dans les robinets depuis plus de 3-4 mois. À des endroits. Donc, quand on dit qu'il y a de l'eau, tout le monde sait que la couverture en eau n'est pas exactement ce qui est évoqué. C'est pas ce qui est évoqué. Oui, on a fait l'extension du réseau, mais en même temps qu'on fait l'extension du réseau, vous comprenez que on n'est plus au moment où le Bénin était à 8 millions. On n'est plus au moment où le Bénin était à 6 millions. Donc, quand les gens regardent dans le rétroviseur, et aujourd'hui, l'assiette des impôts, ce que l'on collecte comme ressources, ce n'est pas comparable à l'époque où l'on regarde derrière. Donc, il faut que les gens gardent la mesure. Pour moi, chaque gouvernement relève les défis de son époque. Et il ne faut pas, en relevant les défis de votre époque, jeter de l'opprobre sur ce que les autres ont fait avant vous. L'État est une continuité et chaque réalité s'impose à la mandature de chaque président à son époque. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a jamais rien eu de bon avant ce qui se fait aujourd'hui. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que ce qui se fait aujourd'hui est totalement mauvais. Mais je ne suis pas non plus de ceux qui pensent que si ça là s'en va, on n'aura pas mieux. Donc, il faut que chacun, en toute humilité, on sache raison garder. Les Béninois qui travaillent aujourd'hui avec le président Talon, c'est eux qui ont travaillé avec ceux qui sont passés. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'on a réinventé la qualité de la ressource humaine pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Mais, ce qu'on peut retenir qui est fondamental, c'est que nous ne faisons plus ces progrès-là dans les mêmes conditions de liberté. On ne fait plus ça dans les mêmes conditions de liberté. On dit, bon, la grève, non, écoutez, je crois qu'il faut faire attention. Lorsque vous êtes un bon danseur et qu'on met la musique, et vous commencez par danser, s'il n'y a pas de spectateurs, vous ne pouvez pas savoir si vos pas de danse correspondent vraiment au rythme. Et si maintenant même vous regardez dans le miroir pour voir si vous posez bien les pas de danse,
c'est toujours votre regard à vous. Donc, c'est quand vous permettez aux autres de regarder, de vous dire ce qui se passe, que vous avez l'assurance que vous avancez dans le bon chemin. Mais ici, il n'est pas possible de dire que ça ne se fait pas bien. Il n'est pas possible même de dire nous avons fait. C'est même pas critiquer, hein? C'est-à-dire dire que nous avons fait, il n'est pas possible de le dire. Alors qu'on est convaincu. On est convaincu que les problèmes du pays sont si immenses qu'aucune mandature ne peut régler ça définitivement. Mais ce que vous voulez régler définitivement là, ou bien ce que vous pensez que vous voulez régler là, parlez-en pour qu'on détermine les priorités ensemble et qu'on voit concrètement qu'est-ce que nous faisons et quel est le niveau de sacrifice qu'on peut consentir, parce que tout le monde doit pouvoir participer à la construction du pays. Et si tout le monde doit participer à la construction du pays, il faut très bien qu'on accepte que les intelligences se mettent ensemble. Je vous donne un exemple. Quand le gouvernement est arrivé, il a signé avec les organisations syndicales ce qu'on a appelé la Charte nationale du dialogue social. Oui. Dans cette charte-là, au point 6, il est dit que le gouvernement prend l'engagement de n'enclencher aucune réforme, de ne concevoir aucune réforme, de ne mettre aucune réforme en œuvre sans avoir échangé avec les employeurs et les travailleurs. Dites-nous laquelle des réformes ils ont négocié avec nous. C'est vous qui allez nous le dire. Non, justement, c'est parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, il semble qu'ils se sont réveillés tardivement, ils se sont rendus compte que c'est un point qui les liait trop. Ils ont dénoncé la charte et dissous le cadre qui va permettre ça. Unilatéralement, pour dire que c'est budgétivore de dialoguer. Alors que tout le monde sait que on a fait le sacrifice nécessaire pour que le dialogue devienne le socle de l'action de la gouvernance à partir de la conférence de 90. Il y avait les armes. Ailleurs, ça crépitait. Ici aussi, ça pouvait crépiter. Mais on a dit non, asseyons-nous pour parler. Donc, le dialogue est une vertu qui fait partie du système démocratique béninois. Quand un régime arrive à ne pas croire à ce dialogue et à penser que échanger avec les autres, c'est une perte de temps. Échanger avec les autres, c'est ne pas être dans sa peau, ou échanger avec les autres, c'est ne pas gouverner réellement. Vous comprenez qu'il y a un péril qu'il faut conjurer. Et le résultat, c'est que justement, le fait de dire nous voulons sortir pour dire on a faim, on a réprimé ça. Mais monsieur Bajabi, je me permets de vous couper, c'est pas vous couper vraiment, mais c'est pour vous relancer par rapport sur le même sujet. Est-ce que en fait, les difficultés de ces dialogues ne sont pas liées quand même aux interlocuteurs? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui étaient déjà là avant l'avènement de ce pouvoir. Et les pratiques, on a vu ce que c'était tout le bras de fer. Est-ce que ce n'était pas un peu une façon, est-ce que c'est pas une nouvelle façon de dialoguer avec vous? Et puis, je vois, il y a quelques-uns qui sont partis, mais quand on observe là, et on voit, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe pour que vous ne puissiez pas renouveler votre énergie? Parce que les méthodes d'avant ne sont plus actuelles, les grèves, on ne peut plus faire. Mais est-ce que ça ne vous empêche pas de trouver les bonnes formules pour faire vos propositions quand même? Non, je crois que moi je vais rectifier. Oui. La grève est toujours possible. Oui, non, c'est toujours possible. Elle est possible, mais elle n'est pas si nuisible que ça. Okay. Si on a en face des gens qui tiennent parole. Parce que le dialogue, c'est quoi? C'est parler, se faire des concessions et s'entendre sur ce qu'on peut faire. Mais quand on s'est entendu sur ce qu'il faut faire, il faut respecter. Et si vous ne respectez pas, c'est tout à fait normal que les gens reviennent à la charge. Donc, la grève, ce que vous voyez comme grève, comme manifestation ouverte, c'est l'échec du dialogue qui amène ça. Donc, vous allez comprendre que si véritablement on épuise tous les moyens et qu'on ne peut pas faire autrement, on invite l'opinion publique à nous écouter et à intervenir pour qu'on puisse progresser. Donc, on ne peut pas dire que un gouvernement comme celui du président Patrice Talon, disons, à dialoguer et que malgré qu'il ait dialogué, les syndicalistes se sont mis dans la rue. C'est pas possible. C'est pas possible parce que les syndicalistes aussi sont des patriotes. Il est évident que nous savons que notre pays ne peut pas offrir la lune. Mais en même temps que le pays ne peut pas offrir la lune et que nous sommes d'accord que le marché il est le même pour tous les Béninois. Au nom de quoi il y aura une transparence dans la rémunération de certains et chez d'autres la rémunération sera opaque. Alors, M. Bachabi, vous avez parlé de la grève. Est-ce que
La loi sur l'encadrement de la grève a porté un coup dur aux actions des syndicats dans le pays. Bon, c'est ce que l'on tente de faire croire. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt le règne de la terreur qui fait que cette loi a de force. C'est le règne de la terreur, c'est-à-dire que la simple liberté d'expression n'est pas possible. On a mis comment appelle-t-on, la loi sur le numérique. On a mis un code pénal qui, disons, pénalise même les petites réunions sous forme d'attroupement non autorisé. Et vous avez vu la dernière fois, des camarades ont voulu aller dire à leur ministre de tutelle que ça ne va pas. Le ministre de tutelle sort la police. Il se retranche à la bourse du travail. Et la police rentre dans la bourse du travail pour dire même là aussi, il faut une autorisation pour s'exprimer. Et c'est clair aujourd'hui, que même quand vous êtes dans un lieu privé, vous devez avoir l'autorisation d'eux. Quand même, si ça avait été ça, tout le temps, est-ce que le Bénin serait debout? Qu'en est-il alors de vos revendications? Bon, vous savez, c'est à partir du moment où le gouvernement lui-même a choisi une méthode de dire, bon, moi, je ferai ce que je veux. Bon, vous avez constaté que depuis que ce gouvernement est arrivé, la traditionnelle cérémonie de remise de cahiers de doléances, ça ne marche plus. Les organisations, pratiquement toutes les organisations, ont boycotté ça. Et c'est la même façon que le fait de passer devant l'Assemblée désormais pour discuter du budget, les organisations ont boycotté ça. Parce que lorsque vous avez l'impression que les gens ont pris le pays comme une salle de théâtre, où des acteurs vont défiler. Mais on dit que les absents ont tort. Non, mais qu'est-ce que vous appelez absent? Si vous avez une présence qui est le fait valoir de l'autre, une présence que l'autre va médiatiser pour montrer qu'il vous reçoit et parle avec vous. Alors qu'il le fait avec vous. On vous refuse la parole quand vous y allez? Non, mais écoutez, mais vous savez très bien que même quand vous parlez, quand vous sortez, c'est ce que la presse qui a été invitée dit, c'est ce que le gouvernement demande. Vous avez le temps de vous exprimer. Oui, mais quand vous vous exprimez, ça ne passe pas. Quand on a fait le compte rendu de ce que le gouvernement a fait, et même quand vous décidez de dire la vérité des faits, le lendemain, vous êtes lynché. Je m'excuse parce qu'il y a une presse aux ordres aussi, hein, quel que soit le schéma aujourd'hui. Tout le monde sait très bien que la dictature se nourrit de la presse aux ordres. Donc, vous avez combien nous... non, je suis d'accord avec vous. Que vous essayez... Vous essayez de faire votre métier. Oui. Mais je sais que vous avez du mal à le faire. Il y a quelques audacieux qui essaient de faire choses, mais tout le monde sait quand même que ça ne passe toujours pas. Ça ne passe toujours pas. Et je crois que lorsque vous avez par exemple 30 parutions dans une journée, et vous prenez, vous avez 27, ou bien vous avez 27 titres qui disent la même chose, et quand vous lisez les 30 articles, le contenu est le même. Non, mais vous êtes sur notre plateau, vous avez quand même non, je suis d'accord. Et là, on ne vous empêche pas du tout de parler. Non, je parle. Oui. Mais ce que je vous dis là... Et ce serait diffusé intégralement également. Il n'y a pas de souci, mais vous savez très bien qu'on n'est pas nombreux à avoir cette opportunité-là. Oui. Et quand on l'a finalement, nous aussi on fait l'effort de rester dans la mesure pour qu'on ne vous dise pas de fermer la porte comme les autres. C'est tout. Ok, bon, cette année, vous avez évoqué ce qui vous a fait le plus mal. Je suis d'accord. Mais est-ce que il n'y a pas quand même eu des choses qui vous ont quand même plu dans la gouvernance par rapport au syndicalisme cette année? Non, par rapport au syndicalisme, je n'ai vraiment pas de note appréciable à leur donner. Mais je peux reconnaître, comme je l'ai dit au début, que tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Non, mais quelques points qui ne sont pas négatifs quand même. Non, les points qui ne sont pas négatifs, c'est que... On peut penser au AME. Non, c'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Pour le milieu syndical, c'est pas un statut. AME n'est pas un statut qu'il faut promouvoir. Oui, ben, c'est parce que ce n'est pas normal. Ce qui est fait est demander maintenant ce qui est normal. Non, tout le monde sait que on ne peut pas truffer une administration publique de statut à géométrie variable, où les uns sont ceci, les uns sont cela, parfois sont conviés à plus de tâches que d'autres, ou bien aux mêmes tâches, et on les traite comme ça. Je crois que ce n'est pas bien. Maintenant, quand on regarde, comme je l'ai dit,
Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Et le chef de l'État sait que nous avons des problèmes. Quand je dis ce qui n'a pas marché, c'est que après environ peut-être 18 mois ou combien de mois de la fin d'un second mandat, on nous flanque 18 ou bien on nous flanque 12 ministres conseillers et on multiplie par presque 4 l'effectif normal d'un conseil économique et social. Et puis donc, on alourdit la contribution de la prise en charge des prises. Mais est-ce que ce n'est pas dans une dynamique d'ouverture, de dialogue et de participation? Vous avez un mandat de 5 ans. Vous avez un autre, vous en avez utilisé 3 dedans. Et c'est au moment où c'est fini, maintenant que vous vous rendez compte qu'il a manqué à votre gouvernance. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, cette fois-ci, non, cette fois-ci c'est tard. Parce qu'il faut regarder un peu la configuration. Parce que quand vous regardez le profil, je ne dis pas que les gens qui sont là ne peuvent pas faire quelque chose, ils sont compétents pour autre chose. Mais vous regardez le profil, vous regardez le timing. Le timing. Alors que au début du premier mandat, on a dit de serrer la ceinture. On n'a pas dit de desserrer la ceinture jusqu'à présent. Et on ne nous dit même pas quand est-ce qu'il faut desserrer ça. Et on surcharge le budget national. Pour vous, mais ce dont on se vante le plus, c'est qu'on a une gouvernance qui nous permet de s'endetter plus qu'avant. Vous croyez que c'est une performance? C'est une performance? Mais la dette fait quand même... Non, on est d'accord. Non, la dette peut permettre de réaliser. Oui. Mais ce n'est pas une performance que de dire qu'on a amélioré notre capacité d'endettement. Ça dit qu'on ait amélioré notre capacité de productivité, de production. Qu'on ait travaillé à ce que nous ayons plus de choses à vendre sur le marché. Je suis d'accord. Mais qu'on dise qu'on a travaillé tellement que nous avons plus de moyens, nous avons plus de possibilités d'aller nous endetter, c'est-à-dire d'aller nous abaisser, tendre la main et avoir des ressources et venir mettre ça dans le béton et dire qu'on réalise des infrastructures. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais sur le sujet, le chef de l'État, il en a parlé dans son discours. Il a parlé de l'énergie, la question de l'énergie, qu'aujourd'hui la demande dépasse les prévisions, ce qui met un peu en difficulté. Il a parlé également de la mécanisation de l'agriculture et des facilités qui sont faites pour que l'industrialisation avance dans notre pays. Vous venez d'évoquer le fait qu'il faut industrialiser pour gagner de l'argent, mais est-ce qu'on ne peut pas le faire sur un terrain qui n'est pas apprêté? Donc, ça dépend des choix. Vous avez vu le président Soglo, tous mes respects dans sa position, il a dit gouverner, c'est prévoir. Quand un chef de l'État vous dit que ce qu'il a en face aujourd'hui dépasse ses prévisions, ça veut dire qu'il n'était pas prêt pour le job. Mais il y avait des prévisions quand même. Oui, mais j'ai dit gouverner, c'est prévoir. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est quelqu'un qui a exercé le pouvoir d'achat, qui a dit gouverner, c'est prévoir. Et il avait dit également que c'est celui qui ne fait rien, qui ne se trompe jamais. Et un autre est arrivé oui. pour dire, lui, dans quelques années, va vendre de l'énergie aux Chinois. Je crois que vous l'avez entendu. Oui. Maintenant, non seulement qu'il y en a plus suffisamment pour son peuple, c'est qu'il se rend compte que sa prévision dans laquelle il voulait vendre aux Chinois, là, sa prévision, c'est une prévision qui ne tient pas la route. Alors qu'on a un ministère du développement qui n'a pas bougé depuis 8 ans. Et de la prévision. Donc, on ne peut pas travailler avec des postulats de suprématie sur l'ensemble des dossiers et après venir dire ce qui se dit là. Donc, nous autres, on est gênés parce que on a foi que les gens ont eu le pays en de bonnes mains, ils ont la situation et ils ont planifié des choses. Et ces choses qui ont été planifiées, c'est à la fin qu'on nous dit les prévisions étaient en deçà de ce qu'on a prévu. Alors qu'un aîné à lui a dit, gouverner c'est prévoir. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tiré le son. Ou alors que le job lui-même, on n'était pas très prêt pour le faire. Mais ça c'est bon. On n'a pas réussi à le faire tout seul, avec sa seule réflexion. Pourquoi ne pas ouvrir maintenant? Non, mais c'est ce qui est en train d'être fait, je crois. Le Conseil économique et social, il y a plus de membres, les ministres délégués, c'est beaucoup de choses, les ministres conseillers, et je crois que... Vous croyez que c'est ceux-là qui vont faire le dialogue qu'il faut pour sortir le Bénin de l'impasse? Non, mais c'est un début. Vous proposez quoi alors comme solution? Non, ce qui est important, c'est quoi? Nous sommes dans un système démocratique où les droits
devait avoir la primauté sur les lois. Je sais de ce dont je parle. Un état de droit n'est pas un état de loi, parce qu'un état de loi peut facilement devenir un état policier. Oui. Donc, aujourd'hui, les fondamentaux du système démocratique sont soumis à rude épreuve. On ne peut pas s'exprimer facilement. On ne peut pas contribuer au débat politique sans qu'on ne vous perçoive comme quelqu'un qui empêche le gouvernement d'évoluer. À partir de ce moment-là, nous sommes en train de mettre en difficulté la contribution sereine et saine des uns et des autres. Mais sinon, on n'a pas l'espace pour y aller. Mais à un moment donné, on va se retrouver face au mur. Et on a intérêt à faire en sorte que le dialogue prenne le pas, surtout aujourd'hui, parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit, si on a quelque chose qu'on peut dire qu'on a gagné dans ce gouvernement, c'est que bon, sur un certain nombre de principes de rigueur, on a fait des progrès. Lesquels? Un exemple? Non, c'est-à-dire que l'affirmation de l'autorité de l'État, tout ça là, même si parfois cette affirmation de l'autorité de l'État brime certaines choses, au moins aujourd'hui, bon, on sait qu'il y a l'État. C'est un progrès. On met un peu aussi de rigueur dans l'exécution des chantiers. Parce que bon, on voit un peu les normes qui sont appliquées, mais le coût qu'il y a derrière, on ne peut pas répondre de ça. Mais ce qui est sûr, quand on a fini de faire ça, 2026, on a fait une réforme majeure qui va nous amener vers les élections générales. Et tout le monde crie que le code électoral n'est pas bon. La liste électorale qui va être générée du fichier n'est pas rassurante. Or, on veut pacifier cette échéance-là. Moi, je crois qu'il n'y a aucune espèce de suffisance à penser que les autres, ce qu'ils disent là n'est pas fondé. Même si vous avez la conviction qu'ils sont dans l'erreur, permettez que cette erreur-là s'exprime pour que tout le monde constate qu'ils sont dans l'erreur. Parce qu'il y a des dispositions, véritablement, qui montrent que si nous ne faisons pas attention, on risque de perturber la quiétude. Or, l'expérience a montré que, sous l'arbre de ces réformes-là, toutes les consultations que nous avons eu à faire jusqu'à présent ont manqué d'aspect festif. Alors qu'avant 2016, les élections étaient pour nous des rendez-vous de joie. Mais si on a fait tout ce qu'on a fait jusque-là, n'a pas donné, et qu'après ça, le code a été corsé, et les gens se plaignent pour dire qu'on risque un chaos devant, mais à quoi un arrêt? Pour en discuter entre nous. Si on en discute et que il se fait que il y a plus de peur que de mal, on avance. Mais s'il y a une possibilité de corriger pour que le chaos ne soit pas une réalité, on le fait. Mais on n'a pas le sentiment que cette oreille-là est disponible de l'autre côté. Non, mais monsieur Yagé, avec le tableau que vous nous dressez, est-ce qu'il n'est pas opportun que le syndicalisme au Bénin s'actualise pour pouvoir répondre à la stratégie de gestion qui est en place sans heurts? Non, vous devez comprendre que nous avons une capacité de résilience qui nous permet de contrôler la situation. Vous allez constater que même si on a pu mettre des dispositions qui fragilisent un peu le mouvement, nous sommes en train de construire notre résilience. Et si vous allez aujourd'hui à la Bourse du Travail, et quand vous regardez de plus en plus, vous allez constater qu'il y a une vision syndicale qui est en train de prendre le pas, mais qui se construit petitement, mais sûrement, qui ne va pas se laisser broyer. Donc, nous, on est serein, puisque, comme on le dit, on a appris de cette façon de gérer par rapport à ce que nous avons vécu jusque-là. Et aujourd'hui, de toutes les façons, on est aguerri. En tout cas, je crois que le rendez-vous n'est pas loin, pour que les gens sentent qu'un travail se fait au niveau syndical et que nous avons pris nos dispositions pour reconstruire les rapports de force. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire une gouvernance sans un dialogue qui inclut tout le monde, qui permette à chacun de se sentir à l'aise dans le mieux vivre ensemble que nous sommes en train de construire. Oui, mais il y a un sujet important. Le chef de l'État a évoqué la menace du terrorisme. Mais est-ce que le syndicalisme n'a pas besoin au Bénin de s'adapter pour ne pas être une porte ouverte à cette menace qui est quand même à nos portes? Je crois qu'il faut faire la part des choses. Faire la part des choses.
Et vous savez tout ce qu'on est en train de dire jusqu'à présent. Je suis d'accord que nous avons un vrai problème d'insécurité. Oui. Je suis d'accord que chacun doit contribuer à faire en sorte que notre environnement soit sécurisé. Oui. Mais de là à penser que le syndicalisme doit se donner une autre posture que celle qu'elle a aujourd'hui. Non, le syndicaliste n'a jamais changé de posture. Le syndicaliste, c'est une organisation universelle qui a des règles. Et ces règles-là ne sont pas enfreintes par les responsables syndicaux béninois. Pas du tout. Donc, on est tous préoccupés par la question de sécurité, parce que les zones dans lesquelles ces actes-là sévissent, nous avons des militants. Dans ces zones-là aussi, nous avons envie de déployer des activités, on ne peut pas les déployer. Donc, il est important de savoir qu'on est aussi concerné. Mais pour régler tous ces problèmes-là, il faut qu'on se parle. Parce que la question de sécurité ou bien de terrorisme, ce n'est pas une affaire du gouvernement. C'est une affaire de tous les Béninois. Et au moins sur ces chapitres-là, on doit trouver le moyen de construire notre chaîne de sécurité dans une solidarité qui n'exclut personne. Et c'est ce que nous on préconise. Donc, monsieur le SG, si l'on vous comprend bien, vous préconisez un dialogue. Absolument. On ne peut même pas rompre le dialogue. Le dialogue même est le ciment de la démocratie. Donc, tous ceux qui sont se disent qu'ils sont en train d'agir dans un système démocratique et qui ne donnent pas, c'est-à-dire qui ne donnent pas du crédit au dialogue, ils ne sont pas des démocrates. Ils ne sont pas des démocrates. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une loi et de dire qu'on reste. La loi peut être illégitime. La loi peut être illégitime. Donc, si vous avez une loi, si elle est illégitime, et vous fonctionnez en fonction de cette loi-là, vous allez mettre à mal la démocratie. Et on a beaucoup de lois illégitimes qui sont en circulation aujourd'hui. Monsieur Bachabi, nous sommes en fin d'année. Oui. Cette année, elle n'a pas été trop porteuse selon vos dires. Maintenant, qu'auriez-vous souhaité pour que 2025 soit meilleur pour les syndicalistes béninois, pour les travailleurs béninois? Je crois que tout le monde est travailleur au Bénin. Oui. Et c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que quand on parle ça de que travailleurs, les gens pensent que quand on parle de travailleurs, c'est les salariés. Non. Les femmes au marché, les gens, chacun dans sa position, travaillent pour gagner sa vie. Donc pour nous, il faut que le gouvernement revienne sur la table du dialogue. Parce que c'est lui qui a la manette du jeu. Et quand on dit président de la République, vous voyez tout ce qu'on lui donne comme qualificatif. Premier magistrat, chef suprême des armées, père de la nation. Est-ce que vous croyez qu'on est dans cette casquette-là en regardant les autres très bas? Même dans votre famille, si vous méprisez un enfant, il se met dans son coin, mais vous n'avez plus rien de lui. Donc, on ne peut pas être premier magistrat, chef suprême des armées, chef du gouvernement, père de la nation, et ne pas avoir d'oreille. Or, la première qualité en matière de dialogue, c'est l'écoute. On a le sentiment que ce gouvernement a bouché les oreilles. Donc, n'entendant pas, ne peut pas dialoguer, ne peut pas négocier. Or, on ne peut rien régler sans dialogue parce qu'en 90, on a déjà prouvé que la parole peut tout. Et les livres saints enseignent ça. Au commencement était le verbe. Donc, on ne peut pas construire sans le verbe. Il faut que le gouvernement prenne ça à cœur et qu'on essaie d'apporter la joie à tout le monde. C'est vrai qu'un peuple ne vit pas que de pain. Mais un peuple qui n'a pas le pain et qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas exprimer son ego, eh bien ce peuple-là est réduit à la violence. Et notre souci, c'est qu'en cette fin d'année, que tout le monde prie, qu'on croise les bras, et que nos prières atteignent le cœur de ceux qui nous dirigent pour que 2025 soit une année de dialogue et d'apaisement. Si nous avons le dialogue, nous avons l'apaisement, tout le reste va bien se passer. Monsieur Bachabi, vous avez émis vos voeux en matière en qualité de syndicaliste, mais j'aimerais que vous fassiez vos voeux à tous les Béninois parce que nous sommes seulement à 9 jours de la fin de cette année et faites vos voeux à tous les Béninois, à vos travailleurs, à qui vous voulez. Bon, mais je crois que mes voeux vont principalement d'abord à ceux que le Seigneur a choisis pour nous diriger. Donc, je leur souhaite d'avoir une bonne santé et que la lumière du Seigneur les pénètre
pour que l'amour du peuple s'installe dans leur cœur. Si eux, ils ont déjà ça, les Béninois se porteront mieux. Et pour le reste, je prie l'Éternel que notre santé soit robuste et que les attentes qui ont été déçues jusque-là puissent commencer par être comblées à partir de la nouvelle année. Merci, Monsieur Bachabi. Vous êtes le secrétaire général de la CGTB, entendons Confédération Générale des Travailleurs du Bénin. Vous êtes venu sur ce plateau. Nous avons parlé un peu nous avons échangé autour de ce thème, le syndicalisme à l'épreuve de la gouvernance au Bénin en 2024. Et j'ai retenu que vous avez reçu des chocs cette année, surtout vos marches qui n'ont pas pu se passer comme vous l'auriez voulu le 27 avril et le 1er mai, des marches qui ont été réprimées. Vous l'avez souligné haut et fort, ça vous fait beaucoup du mal et universellement, c'est des jours. Le 1er mai surtout, c'est une date qui est dédiée au syndicalisme. Vous avez souligné le fait que vous avez du mal à vous manifester aujourd'hui et que même vous êtes parfois poursuivi jusque dans les enceintes de la Bourse du Travail. Vous l'avez en fait évoqué, vous l'avez dénoncé et vous avez dénoncé l'autre fait que vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, que les gouvernements ne vous écoutent pas. Et pour finir sur cette émission, vous avez dit que tout n'est pas négatif, mais que vous souhaiteriez que l'amour du peuple soit en fait le cheval de bataille de nos gouvernants afin que les échanges se fassent autrement, que le dialogue soit porteur d'avenir. Je ne sais pas si j'ai été fidèle dans mon résumé. Je crois que vous avez tout dit. Il faut bâtir autrement le Bénin. Il faut bâtir autrement le Bénin. Nous allons inviter tous les Béninois à bâtir autrement le Bénin pour que le Bénin soit une nation plus forte, une nation performante, une nation dont les enfants peuvent être fiers de ce qu'ils sont et que tout le monde y travaille pour que le Bénin puisse avancer, se développer. Et je crois que c'est un souhait. Ça va être également mon vœu pour cette année, pour tous ceux qui suivent Esaü TV, que cette année soit prospère, mais ne peut pas être prospère sans le travail. Et le travail, il faut mettre en place le dialogue avec ceux qui sont avec soi, prévoir et essayer de les réaliser autant que possible. Je crois que ça va beaucoup nous aider. Je vais dire un grand merci à Nasrin Fatoumbi qui m'a aidé dans cet exercice. Une fois encore, merci à vous, Monsieur Bachabi. Je dis merci à tous les amis internautes qui nous ont suivis aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025, une année de paix, mais une année de travail et une année de dialogue. Merci et à bientôt.